Dans le métro, elle récitait un poème en larmes. Le millionnaire l'a filmé sans qu'elle ne le voie. Il a publié la vidéo le soir même. Quelques heures plus tard, sa vie est devenue une histoire. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Entre le chaos et le béton de l'avenue des Champs-Élysées, où les pas pressés se disputaient, l'espace avec les rêves engloutis par la routine, Amélie Dufresne portait plus que le sac usé qui pendait à son épaule droite. À 35 ans, ses yeux bruns avaient déjà été témoins de plus de désillusions que de célébrations. Diplômée en lettres de la Sorbonne, avec une spécialisation en littérature française, Amélie gardait dans des cahiers usés par le temps les vers qu'elle n'avait jamais eu le courage de montrer au monde. Elle partageait un petit appartement dans le quartier du Marais avec sa chatte Simone, baptisée en hommage à son écrivaine préférée, et vivait de travaux temporaires comme correctrice et professeure remplaçante. Ce matin d'automne, après un énième entretien d'embauche infructueux, Amélie descendit les escaliers de la station Châtelet en sentant le poids du monde sur ses épaules. Le portefeuille vide et le loyer en retard n'étaient que les conséquences visibles d'une vie qui semblait avoir déraillé bien avant. Les souvenirs d'enfance à Honfleur, du père pêcheur qui mourut en mer quand elle n'avait que 12 ans, et de la mère qui sacrifia tout pour que sa fille puisse étudier, semblaient appartenir à une autre existence. Maintenant, il ne restait que les vers comme témoins silencieux de qui elle était vraiment. La rame de la ligne 1 était bondée comme toujours à cette heure-là. Des cadres en costumes impeccables, des étudiants avec des sacs à dos colorés et des travailleurs épuisés s'agglutinaient dans un ballet involontaire à chaque freinage et démarrage du train. Amélie s'appuya sur l'une des barres centrales, son regard vague reflété dans la vitre qui séparait les passagers. C'est alors que quelque chose se brisa en elle, une barrière invisible qui contenait depuis des années non seulement sa voix mais son essence. Sans planification, sans avertissement, elle ouvrit son petit sac à dos, en sortit un cahier froissé à couverture verte et commença à réciter. Sa voix, d'abord timide, s'amplifia progressivement comme une vague qui se forme à l'horizon avant d'atteindre la côte. Entre béton et solitude, je vis la ville qui me dévore. Les lumières qui éblouissent n'éclairent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis eau stagnante au milieu du courant, un vers oublié dans un livre que personne ne lit. Peu à peu, les visages auparavant indifférents se tournèrent vers elle. Un homme d'âge mûr rangea son téléphone dans sa poche. Une étudiante retira ses écouteurs. Une dame sourit discrètement. Amélie sentait son cœur s'accélérer, mais elle continua, mot après mot, émotion après émotion, comme si chaque vers libérait une petite parcelle du poids qu'elle portait. Parmi les passagers près de la porte se trouvait Nicolas Leroy, 42 ans, l'un des entrepreneurs les plus influents du marché de l'édition française. Fondateur de la plus grande plateforme d'auto-édition du pays, Vers Libre, Nicolas avait bâti un empire à partir de rien, transformant son amour des livres en une affaire multimillionnaire. Ce jour-là, par un caprice du destin, ou peut-être à cause d'une panne mécanique de sa voiture importée, il se trouvait dans le métro, chose qui ne s'était pas produite depuis des années. Lorsque la voix d'Amélie emplit le wagon, Nicolas ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, une connexion authentique avec l'art. Discrètement, il sortit son téléphone de sa poche et commença à filmer. Il y avait quelque chose de magnétique chez cette femme simple, avec ses cheveux bouclés attachés en un chignon mal fait et des vêtements sans prétention. Plus que son apparence, c'étaient ces mots qui semblaient traverser la barrière invisible que Nicolas avait construite autour de lui-même après des années de déception et de trahison dans le monde des affaires. La poésie d'Amélie parlait de pertes, de rêves différés, d'une France qui engloutissait ses enfants les plus sensibles, mais aussi de résistance et de beauté qui persistaient dans les petites choses. Quand elle termina, le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel applaudissement. Il fut rompu seulement par l'annonce métallique de la prochaine station. Prochain arrêt, Concorde. Amélie rangea rapidement son cahier, comme si elle sortait d'une transe, et se prépara à descendre. Le moment de courage était passé et elle redevenait simplement une anonyme dans la foule. Quand les portes s'ouvrirent, elle sortit sans regarder en arrière, sans se rendre compte qu'elle avait laissé une impression indélébile sur au moins l'un des passagers.
Nicolas resta dans le wagon, regardant l'écran de son téléphone où la vidéo qu'il venait d'enregistrer montrait l'image d'Amélie. Quelque chose chez cette femme l'intriguait profondément. Comment quelqu'un avec tant de talent pouvait-il réciter des poèmes dans le métro au lieu de publier des livres ou de participer à des salons littéraires renommés? La question le poursuivit pendant tout le trajet jusqu'à son bureau à La Défense, le cœur financier de Paris. Dans le luxueux bureau de Vers-Libre, avec vue panoramique sur la ville, Nicolas n'arrivait pas à se concentrer sur les réunions programmées. Entre une visioconférence et une autre, il regardait sans cesse la vidéo d'Amélie. Son assistante, Marine Torres, remarqua la distraction inhabituelle de son patron habituellement si concentré. « Tout va bien, Nicolas? Vous semblez distant aujourd'hui », commenta-t-elle, tout en organisant des documents pour la prochaine réunion. « Marine, croyez-vous aux rencontres qui changent nos vies ?» demanda-t-il, sans quitter des yeux l'écran de son téléphone. Marine sourit intriguée par la question philosophique venant d'un homme généralement pragmatique. « J'y crois. Pourquoi ?» Nicolas lui montra la vidéo. « Je dois retrouver cette femme. Il y a quelque chose de spécial ici, quelque chose d'authentique, dont notre plateforme a besoin. » Ce que Nicolas n'avouait pas, ni à Marine ni à lui-même, c'était que son intérêt allait au-delà du professionnel. Pour la première fois depuis des années, depuis le divorce traumatisant qui avait failli détruire son entreprise, il ressentait une connexion inexplicable avec quelqu'un. Ce même soir, tandis que Nicolas dînait seul dans son appartement, en attique du 16e arrondissement, Amélie préparait des pâtes instantanées dans son petit appartement. Par la fenêtre, elle pouvait voir l'animation du Marais, le quartier historique de Paris. Les enseignes lumineuses des boutiques et restaurants formaient un décor presque poétique, en contraste avec la simplicité de sa vie. Simone, la chatte, se frottait contre ses jambes, tandis qu'Amélie feuilletait son cahier de poésie, relisant les vers qu'elle avait récités dans le métro. Un mélange de honte et de fierté l'envahissait en se souvenant de ce moment de courage. Depuis des années, depuis la déception lors du lancement de son premier et unique livre, qui n'avait pas vendu 100 exemplaires, elle avait gardé ses vers uniquement pour elle. L'échec littéraire, ajouté à la fin traumatisante de sa relation avec un professeur d'université qui la dénigrait constamment, avait enterré sa confiance en elle. Mais quelque chose avait changé ce matin-là. Pendant un bref moment, en Min Min Sots, voyant les yeux attentifs des passagers, Amélie avait senti que ses mots importaient. Et cette sensation, aussi éphémère soit-elle, était comme une petite flamme allumée au milieu de l'obscurité qui avait si longtemps dominé son existence. Dans Tin Sense, les jours qui suivirent, Nicolas Leroy se retrouva consumé par une obsession inattendue. La vidéo d'Amélie était devenue une sorte d'amulette numérique qu'il consultait répétitivement, comme si chaque visionnage pouvait révéler un nouveau détail, une nouvelle couche de signification. Durant ces nuits d'insomnie, ces vers résonnaient dans son esprit comme un mantra hypnotique. « Je dois la retrouver », murmura-t-il pour lui-même en observant la ville depuis sa fenêtre panoramique. Paris s'étendait devant lui comme un labyrinthe infini de lumières et d'ombres. Quelque part, parmi les millions d'anonymes, se trouvait la femme du métro, la poétesse inconnue qui avait percé son armure d'indifférence. Le lendemain matin, Nicolas convoqua une réunion extraordinaire avec son équipe la plus proche. Marine Torres, son assistante personnelle, Philippe Olivier, directeur marketing, et Lucie Prado, rédactrice en chef de Vers-Libre. « Je veux lancer un projet spécial », annonça-t-il, ignorant l'ordre du jour préalablement préparé. Un projet pour découvrir des talents cachés de la littérature française, des voix authentiques qui n'ont jamais eu une vraie chance. Les trois se regardèrent, surpris par le changement soudain dans les priorités de l'entreprise. Nicolas avait toujours été connu pour son approche méthodique et calculée des affaires. « Je ne comprends pas, Nicolas », intervint Philippe. « Nous avons déjà des canaux pour les nouveaux auteurs. Notre plateforme existe justement pour ça. »« Ce n'est pas suffisant », répondit Nicolas, projetant la vidéo d'Amélie sur l'écran de la salle de réunion. « Regardez ça. » Pendant que les trois regardèrent l'enregistrement, Nicolas observait attentivement leurs réactions. Lucie fut la première à parler, ses yeux brillants d'enthousiasme professionnel. « Waouh, il y a une vérité brute dans ces vers, une authenticité qu'on ne trouve pas facilement dans les cercles littéraires mainstream. »« Exactement, acquiesça Nicolas. « Et je veux la retrouver.
Je veux qu'elle soit le visage de ce nouveau projet. » « Mais comment ?» demanda Marine, toujours pratique. « Nous n'avons pas de nom, d'adresse, rien d'autre qu'une vidéo dans le métro. »« C'est pourquoi j'ai besoin de vous, » répondit Nicolas. « Nous allons utiliser toutes les ressources disponibles. Contacts, dans la presse, réseaux sociaux, même des détectives privés si nécessaire. » Ce que Nicolas ne révéla pas, c'est que, pour la première fois depuis des années, il se sentait véritablement vivant. La recherche d'Amélie était devenue plus qu'un projet professionnel. C'était une mission personnelle, une chance de reconnexion avec quelque chose d'authentique dans un monde qu'il avait appris à naviguer à travers des calculs froids et des stratégies de marché. La semaine suivante, Vers Libre lança une campagne sur les réseaux sociaux. Nous recherchons la poétesse du métro. La vidéo d'Amélie, soigneusement éditée pour préserver sa dignité tout en mettant en valeur son talent, devint rapidement virale. Des hashtags comme « poétesse du métro » et « vers sur la ligne 1 » dominèrent Twitter en France pendant des jours. Pendant ce temps, ignorant la curiosité croissante autour de son identité, Amélie continuait sa routine de survie. Elle avait obtenu un travail temporaire comme correctrice dans une petite maison d'édition du centre-ville, ce qui garantirait au moins le loyer de ce mois-ci. Pendant son temps libre, elle continuait à écrire dans ses cahiers, maintenant avec une nouvelle vigueur depuis l'épisode du métro. Ce fut sa voisine, Madame Berthe, une retraitée de 70 ans accro aux réseaux sociaux, qui remarqua d'abord la campagne. « Amélie, ma petite, c'est toi dans cette vidéo qui cartonne sur Internet ?» demanda-t-elle, apparaissant à la porte de l'appartement d'Amélie avec son téléphone à la main, l'écran affichant l'image figée de la poétesse du métro. Le choc initial d'Amélie se transforma rapidement en panique. « Comment ça, Madame Berthe? Quelle vidéo ?» En regardant l'enregistrement, elle ressentit un mélange de honte, d'indignation et, étonnamment, une pointe de fierté. Ces vers, si personnels et intimes, étaient à partager par des milliers de personnes. Les commentaires élogieux se multipliaient sous le post original. « Ça, c'est de la vraie poésie. Je me suis tellement identifiée. Qui est cette femme ? Mon Dieu, qui a fait ça ?» murmura-t-elle, se sentant exposée et vulnérable. La réponse vint sous la forme d'un nom à la fin de la vidéo, partagé par Vers Libre, Nicolas Leroy. Le nom lui était familier. Amélie se souvenait vaguement d'avoir lu à son sujet, dans un magazine économique, durant l'un de ses emplois temporaires, le fondateur de la plus grande plateforme d'auto-édition de France, un homme connu pour avoir transformé le marché éditorial national. « Pourquoi quelqu'un comme lui s'intéresserait-il à mes vers ?» se demanda-t-elle, incrédule. La question resta sans réponse à ce moment-là, mais les jours suivants apportèrent une avalanche de notifications. Des journalistes locaux tentaient de la contacter. Des groupes littéraires partageaient des théories sur son identité. Une professeure d'université avait même publié une analyse de ses vers, les comparant à ceux d'Anna de Noailles et de Louise Labbé. Amélie avait l'impression de vivre dans un rêve étrange, observant sa propre vie de l'extérieur. La tension l'effrayait. Après l'expérience traumatisante avec son livre des années auparavant, elle avait développé une peur du jugement public. Les critiques dévastatrices qu'elle avait reçues à l'époque, amateurisme prétentieux, sentimentalisme, bon marché, résonnaient encore dans son esprit dans les moments de doute. C'est pourquoi, lorsque le téléphone de la petite maison d'édition où elle travaillait sonna et que la réceptionniste dit « C'est de Vers Libre, ils veulent vous parler », son premier instinct fut de fuir. « Dites que je ne suis pas là », répondit-elle, sentant son cœur s'emballer. Mais il était trop tard pour fuir. Le lendemain, une enveloppe élégante fut livrée à son lieu de travail. À l'intérieur, une invitation formelle imprimée sur papier spécial. Vers Libre a le plaisir d'inviter Amélie Dufresne au lancement du projet Voix essentielles. Une célébration de l'authenticité dans la littérature française. Votre présence est fondamentale pour le succès de cet événement. L'invitation était signée par Nicolas Leroy en personne, avec une note manuscrite à la fin. Vos vers méritent d'être entendus. S'il vous plaît, venez. Amélie passa des heures à regarder cette invitation, partagée entre la peur et la curiosité. Comment avait-il découvert son nom complet? Que voulait-il vraiment d'elle?
Était-ce une sorte de piège pour l'humilier à nouveau? Pendant ce temps, dans le bureau de Vers Libre, Nicolas recevait les mises à jour de Marine sur l'affaire. Nous l'avons localisée, patron. Amélie Dufresne, 35 ans, diplômée en lettres de la Sorbonne. Elle a publié un livre il y a 7 ans chez Nouveaux Talents Éditions, mais ce fut un échec commercial. Depuis, elle travaille en freelance et comme professeure remplaçante. Actuellement, elle est sous contrat temporaire aux éditions parisiennes, une petite maison d'édition du centre. Nicolas absorba chaque détail comme s'il s'agissait d'une pièce précieuse d'un puzzle. Une réponse à l'invitation? Pas encore, répondit Marine. La maison d'édition a confirmé qu'elle l'avait reçue, mais pas de retour. Nicolas soupira, frustré, mais pas surpris. Il y avait quelque chose dans l'expression d'Amélie sur la vidéo, un mélange de force et de fragilité qui suggérait une personne marquée par les déceptions. Quelqu'un qui aurait besoin de plus qu'une invitation formelle pour faire confiance à nouveau. « J'ai besoin d'une approche différente », murmura-t-il pour lui-même. Cet après-midi-là, après des heures à contempler l'invitation sur son bureau de travail, Amélie fut surprise par l'arrivée d'un visiteur inattendu à la petite maison d'édition. La réceptionniste, visiblement impressionnée, annonça « Amélie, il y a un monsieur qui veut vous parler. C'est Nicolas Leroy. » « Oui, c'est Nicolas Leroy. » Amélie sentit son sang se glacer dans ses veines. Un moment, elle envisagea de fuir par l'arrière de la maison d'édition, mais quelque chose en elle, peut-être la même impulsion qui l'avait poussée à réciter dans le métro, la maintint en place. Elle arrangea nerveusement ses cheveux, bouclés, passa les mains sur la simple robe qu'elle portait et respira profondément avant de dire « Vous pouvez le faire entrer ». La porte du petit bureau où elle travaillait s'ouvrit et Nicolas Leroy entra avec une présence qui semblait remplir tout l'espace. Grand avec des cheveux grisonnants aux tempes qui contrastaient avec son visage encore jeune, il portait un costume impeccablement taillé, qui coûtait certainement plus que ce qu'elle gagnait en plusieurs mois. Ses yeux, cependant, n'avaient pas la froideur qu'Amélie attendait d'un magnate. Il y avait en eux une curiosité authentique, presque vulnérable. « Mademoiselle Dufresne, commença-t-il, tendant la main. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin en personne. » Amélie accepta la salutation avec hésitation. « Comment m'avez-vous trouvé ?» Nicolas sourit, d'un sourire qui n'était pas arrogant, mais démontrait de la confiance. « J'ai des ressources et de la détermination. » Il fit une pause, observant le petit espace où elle travaillait avec des piles de manuscrits et une tasse de café à moitié vide. « Mais peut-être pourrions-nous parler dans un endroit plus adéquat ?» « Ce bureau est suffisamment adéquat. Pour moi, répondit Amélie avec une pointe de défi dans sa voix. Et je préfère maintenir notre conversation professionnelle. Bien sûr, acquiesça-t-il, prenant place sur la seule chaise disponible pour les visiteurs. Professionnel est exactement ce que j'ai à l'esprit. Vos vers, Amélie, sont extraordinaires. Il y a une authenticité en eux que je vois rarement, dans la littérature contemporaine. Amélie croisa les bras, défensive. Et cela vous donne le droit de me filmer sans permission et d'exposer mon moment privé à toute la France? La question directe sembla frapper Nicolas comme un coup de poing. À un moment, sa façade confiante vacilla. « Vous avez tout à fait raison, admit-il à la surprise d'Amélie. C'était une impulsion. Quelque chose dans ce que vous avez dit m'a touché, profondément, mais cela ne justifie pas l'invasion de vie privée, et je vous présente mes excuses. » La demande sincère d'excuses désarma momentanément Amélie. Elle s'attendait à de l'arrogance, à des justifications, pas à cette humilité apparente. « Quoi qu'il en soit, continua Nicolas, je ne peux pas défaire ce qui est déjà fait. Mais je peux offrir quelque chose en échange. » « Je ne suis pas intéressé par l'argent, interrompit Amélie. « Je n'offre pas seulement de l'argent, répondit-il. J'offre une plateforme, une voix, la reconnaissance que votre talent mérite. » Nicolas expliqua alors le projet Voix essentielles, une initiative pour découvrir et promouvoir des auteurs authentiques qui avaient été ignorés par le marché éditorial traditionnel. Il parla de contrats équitables, d'un véritable soutien éditorial, d'une révolution dans la façon dont la littérature française était produite et consommée. Pendant qu'il parlait, Amélie observait son visage. Il y avait une passion authentique là, mais aussi quelque chose de plus, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer complètement. Pourquoi cet homme, qui pourrait être en train de conclure des affaires de millions,
Était-il si intéressé par une poétesse ratée qui récitait dans le métro? Pourquoi moi? Demanda-t-elle finalement, interrompant le flux enthousiaste de paroles de Nicolas. Il existe des milliers de poètes en France, beaucoup meilleurs que moi. Nicolas resta silencieux un moment, comme s'il considérait soigneusement sa réponse. Vos vers parlent de perte, de désillusion, d'une France qui dévore ses rêveurs, en dit-il finalement, mais aussi de résistance, de beauté qui persiste malgré tout. Il fit une pause significative. Je comprends ces choses. Amélie, plus que vous ne l'imaginez. Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui ne correspondait pas à son image publique d'entrepreneur impitoyable. Un instant, Amélie entrevit un homme différent derrière le costume cher, quelqu'un qui, comme elle, portait ses propres cicatrices. L'événement aura lieu vendredi prochain, continua Nicolas, à l'Institut du Monde des Arts, avenue des Champs-Élysées. Je ne vous demande pas de vous engager à autre chose qu'à votre présence. Venez, écoutez et décidez ensuite. Il laissa sur la table une nouvelle invitation, avec sa carte personnelle. Mon numéro personnel est là pour toute question à n'importe quelle heure. Quand Nicolas sortit, Amélie resta immobile pendant de longues minutes, la carte entre ses doigts comme un objet étrange d'un autre monde. La proposition était tentante, mais la peur du rejet, de l'humiliation publique, la paralysait encore. Ce soir-là, dans son appartement, elle raconta tout à Simone, qui l'observait avec ses yeux félins tandis qu'elle marchait de long en large. « Qu'en penses-tu, Simone? Est-ce un piège ou une opportunité ?» La chatte cligna lentement des yeux, son silence rappelant que certaines décisions, nous devons les prendre seuls. Le lendemain, Amélie fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle appela sa mère, Madame Claire, qui vivait toujours dans la petite maison à Honfleur où Amélie avait grandi. « Maman, j'ai besoin d'un conseil », dit-elle après les salutations habituelles. Tandis qu'elle racontait les événements récents, de l'impulsion dans le métro jusqu'à la visite de Nicolas Leroy, elle avait l'impression de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. À la fin, la voix douce de Madame Claire apporta la sagesse simple qui avait toujours caractérisé leur relation. « Ma fille, la peur ne nous protège que des choses qui ne sont pas encore arrivées. Parfois, il faut traverser le pont pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. » Les paroles de sa mère résonnèrent dans son esprit les jours suivants. Amélie oscillait entre des moments de courage et des rechutes dans l'ancien schéma de doute de soi. La proximité de l'événement augmentait son anxiété. Que porterait-elle? Que dirait-elle? Et si on s'attendait à ce qu'elle récite quelque chose? L'idée d'affronter un public de l'élite culturelle parisienne la terrifiait. La veille de l'événement, après une journée de plus à travailler dans la petite maison d'édition, Amélie s'arrêta devant l'Institut du Monde des Arts. L'élégant bâtiment sur l'avenue des Champs-Élysées, avec son architecture moderne et imposante, semblait un monde à part de sa réalité quotidienne. Des affiches de l'événement « Voix » essentielles ornaient déjà l'entrée avec le logo de Verse Libre bien en évidence. Tandis qu'elle observait le lieu, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Allô ?» répondit-elle avec hésitation. « Amélie, c'est Nicolas Leroy. » La voix de l'entrepreneur sonnait différemment au téléphone, moins imposante, plus humaine. « Désolé d'appeler comme ça, mais je voulais savoir si vous aviez décidé de venir demain. » Il y avait une note d'anxiété dans sa voix qui surprit Amélie. Nicolas Leroy, le puissant entrepreneur, semblait véritablement préoccupé par sa décision. « Je ne sais pas encore, » répondit-elle honnêtement. « J'ai peur. » « De quoi exactement ? » ?»« De tout. De ne pas être assez bonne, d'être rejetée, à nouveau, de m'exposer et de le regretter après. » Il y eut un moment de silence de l'autre côté de la ligne. « Saviez-vous que j'ai peur aussi ?» dit finalement Nicolas, sa voix presque un murmure. « Tous les jours, que tout ce que j'ai construit s'écroule, que les gens découvrent qu'au fond, je suis toujours ce garçon pauvre de Belleville qui vendait des livres d'occasion sur les marchés pour aider sa famille. » La confession inattendue laissa Amélie sans voix. Elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un comme Nicolas Leroy puisse partager des insécurités similaires aux siennes. « Pourquoi me racontez-vous cela ?» demanda-t-elle. « Parce que je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce sentiment. » Il fit une pause. « Et parce que je crois que c'est en affrontant nos peurs que nous découvrons ce dont nous sommes réellement capables. » Après ce avoir raccroché,
Amélie resta longtemps à regarder la façade de l'Institut du Monde des Arts. Quelque chose avait changé en elle. La conversation avec Nicolas avait révélé une connexion inattendue, une compréhension mutuelle qui allait au-delà des différences évidentes entre leurs vies. Ce soir-là, assise à sa petite table, avec Simone ronronnant à ses côtés, Amélie ouvrit un nouveau cahier. Les mots coulèrent d'un comme jamais auparavant. Des vers sur le courage, sur les ponts qui doivent être traversés, sur la peur comme compagne de voyage, non comme obstacle. L'Institut du Monde des Arts resplendissait sous les lumières stratégiquement, positionné, mettant en valeur son architecture moderniste au milieu de la nuit parisienne. Des voitures de luxe s'arrêtaient en séquence, débarquant des figures connues de la scène culturelle française, écrivains consacrés, éditeurs influents, journalistes, critiques littéraires et célébrités amatrices d'art. Dans son petit appartement du Marais, Amélie contemplait la robe vert émeraude étendue sur le lit, son unique vêtement vraiment élégant, acheté des années auparavant pour le lancement de son livre et jamais plus porté depuis. C'était comme si le vêtement portait tant les espoirs de cette nuit-là que la désillusion qui avait suivi. « Ce n'est qu'une robe », murmura-t-elle pour elle-même, caressant le tissu doux. Pas un présage. À côté de la robe, son nouveau cahier avec les vers écrits la veille. Elle avait passé des heures à les réécrire, polissant chaque mot jusqu'à ce qu'il soit parfait. Non par vanité, mais parce qu'il semblait vrai, peut-être les plus vrais qu'elle ait jamais écrits. La sonnerie de l'interphone la fit sursauter. « Mademoiselle Dufresne, votre taxi est arrivé », annonça le concierge. Pas un taxi ordinaire, mais une voiture avec chauffeur envoyée par Nicolas Leroy. Le geste l'avait d'abord dérangée. Cela semblait une façon de la contrôler, de ne pas lui laisser la chance et de renoncer au dernier moment. Mais elle avait aussi reconnu la gentillesse derrière ce geste. Respirant profondément, Amélie s'habilla, attacha ses cheveux en un chignon élaboré, appliqua un maquillage discret et prit son sac. Avant de sortir, elle regarda Simone. « Souhaite-moi bonne chance », dit-elle à la chatte qui l'observait avec des yeux énigmatiques depuis le canapé. Le trajet jusqu'aux Champs-Élysées fut bref, mais sembla s'étendre sur des heures dans la perception altérée d'Amélie. Le chauffeur, percevant sa nervosité, maintint un silence respectueux, se limitant à demander si la température de la climatisation était adéquate. Quand la voiture s'arrêta devant l'Institut, Amélie sentit son estomac se contracter. Le tapis rouge, les personnes élégantes, les flashs occasionnels, tout semblait appartenir à un univers dont elle ne faisait pas partie. « Mademoiselle, nous sommes arrivés », annonça le chauffeur, lui ouvrant la porte. Un moment, Amélie envisagea de lui demander de faire demi-tour et de la ramener chez elle. Mais elle se rappela alors les paroles de sa mère sur la traversée des ponts et les confidences inattendues de Nicolas au téléphone. Avec un soupir déterminé, elle descendit de voiture. À peine avait-elle posé les pieds sur le tapis rouge que Marine Torres, l'assistante de Nicolas, s'approcha avec un sourire professionnel. « Mademoiselle Dufresne, quelle joie que vous... Soyez venue. Monsieur Leroy sera très heureux. Venez, je vais vous accompagner. » Marine conduisit Amélie à travers les groupes d'invités qui conversaient avec animation, tenant des flûtes de champagne et de petits canapés. Quelques regards curieux suivirent le passage des deux femmes. Il y avait un murmure sur la mystérieuse poétesse du métro qui serait présentée ce soir. La salle principale de l'Institut était transformée. Des panneaux numériques affichaient des extraits de poèmes en typographie artistique, entrecoupés d'images de Paris. Non pas la ville des cartes postales, mais le vrai Paris, avec ses contradictions, sa beauté et son chaos. Une scène discrète avait été montée à l'une des extrémités, avec un simple microphone et un fauteuil d'aspect confortable. « Amélie !» La voix de Nicolas résonna derrière elle, et en se retournant, Amélie le trouva souriant, clairement, soulagé par sa présence. Il portait un costume bleu marine qui contrastait avec sa chemise blanche sans cravate, un look élégant mais moins formel que ce qu'elle attendait. « Vous êtes venu, » dit-il, tenant brièvement ses mains. « Vous ne savez pas combien cela signifie. » Avant qu'Amélie puisse répondre, une voix familière l'appela, la faisant se figer sur place. « Je n'arrive pas à y croire. Amélie Dufresne, c'est vraiment vous. » En se retournant lentement, elle se retrouva face à un homme d'âge moyen. Cheveux grisonnants et yeux vifs derrière des lunettes à fine monture.
Professeur Antoine Ménard, son mentor à la Sorbonne, l'homme qui avait cru en son talent bien avant quiconque. « Professeur Antoine » murmura-t-elle, l'émotion rendant sa voix presque inaudible. « Ma chère élève » dit-il, ouvrant les bras, pour une étreinte qu'Amélie accepta, sentant des larmes se former dans ses yeux. « Combien de temps? Depuis que vous avez disparu » compléta-t-elle, avec un sourire triste. « Après ces critiques sur mon livre. » Le professeur Antoine secoua la tête, l'expression sérieuse. « Je n'ai jamais été d'accord avec ces critiques. Il y avait tant de promesses dans votre travail, tant d'authenticité. J'ai été dévasté quand vous avez disparu. » Nicolas observait l'interaction avec intérêt. « Vous vous connaissez ?» Le professeur Antoine était mon directeur de mémoire. « À l'université, » expliqua Amélie. Elle hésita, les souvenirs revenant comme une vague. « Il a été la première personne à dire que mes vers avaient de la valeur. Et j'avais raison, » affirma Antoine, avec la conviction de quelqu'un qui n'a jamais douté. « Quand j'ai vu cette vidéo dans le métro, j'ai immédiatement reconnu votre voix poétique, plus mûre, plus profonde, mais toujours inconfondablement la vôtre. » Une vague de confusion passa sur le visage d'Amélie. « Vous avez vu la vidéo? Mais comment êtes-vous ici ?» Ce fut Nicolas qui répondit, un sourire énigmatique sur ses lèvres. Le professeur Antoine est consultant littéraire chez Vers Libre depuis quelques années. Quand j'ai montré la vidéo à notre équipe, il a été le premier à vous identifier. Amélie regarda l'un puis l'autre, essayant de traiter l'information. Ce n'était pas une coïncidence. Le professeur qui croyait en elle, l'entrepreneur intrigué par ses vers. D'une certaine façon, le destin les avait reliés par des lignes invisibles. « C'est Antoine qui m'a convaincu que nous devions vous retrouver à tout prix, » continua Nicolas. Il a insisté sur le fait que votre talent était, comment avez-vous dit, professeur, un diamant brut que le monde littéraire avait été stupide d'ignorer, compléta Antoine, avec un sourire chaleureux pour Amélie. La conversation fut interrompue par le début formel de l'événement. Lucie Prado, la rédactrice en chef de Vers Libre, monta sur scène pour présenter le projet Voix essentielles. Elle parla de la démocratisation de la littérature, de donner de l'espace à des voix authentiques que le marché traditionnel ignorait, de la mission de la plateforme de redéfinir ce que signifiait être un auteur dans la France contemporaine. En écoutant, Amélie ressentait un étrange mélange d'émotions. Il y avait la nervosité persistante, mais aussi quelque chose de nouveau, une étincelle d'espoir qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. La présence inattendue du professeur Antoine semblait un signe, une confirmation que peut-être, juste peut-être, son chemin ne s'était pas terminé avec cet échec des années auparavant. « Et maintenant, » annonça Lucie, « j'ai le plaisir d'inviter sur scène l'initiateur de ce projet, le fondateur de Vers Libre, Nicolas Leroy. » Des applaudissements remplirent la salle, tandis que Nicolas montait sur scène avec l'aisance de quelqu'un habitué au projecteur. Son discours fut bref, mais passionné. Il parla de rencontres inattendues, d'art qui nous touche quand on s'y attend le moins, de voix qui doivent être entendues. « Il y a quelques semaines, continua-t-il, j'ai vécu un de ces moments rares dans la vie, une rencontre fortuite qui change notre perspective. Dans une rame de métro, au milieu du chaos de la routine, j'ai entendu une voix qui disait des vérités dont j'avais besoin. » Il fit une pause, ses yeux rencontrant ceux d'Amélie dans le public. « Ce soir, j'aimerais partager cette voix avec vous. S'il vous plaît, accueillez chaleureusement la poétesse Amélie Dufresne. » L'invitation prit Amélie par surprise. Nicolas n'avait pas mentionné qu'elle devrait monter sur scène. La panique menaça de la dominer, mais elle sentit alors une main sur son épaule, le professeur Antoine souriant avec encouragement. « Allez-y, » chuchota-t-il. « Montrez-leur ce que j'ai toujours su. » Avec des pas hésitants, Amélie se dirigea vers la scène. La salle, auparavant remplie de conversations et de bruit, tomba dans un silence expectant. En montant les 3 marches qui la séparaient de la scène, elle eut l'impression de gravir une montagne. Nicolas l'accueillit avec une poignée de main et un regard qui transmettait autant de soutien que d'attente. Debout devant le microphone, Amélie se retrouva face à une mer de visages inconnus, des critiques qui pourraient la mettre en pièces, des éditeurs qui pourraient l'ignorer à nouveau, des personnes qui jugeaient la littérature selon des critères qu'elle n'avait jamais complètement compris. Pendant un moment éternel, Amélie resta immobile devant le microphone, le silence du public comme un mur invisible entre elle et le reste du monde.
Ses mains tremblèrent légèrement, tenant le cahier où elle avait écrit ses nouveaux vers. La peur, sa vieille compagne, menaçait de la paralyser complètement. C'est alors que, parmi la foule bien habillée, ses yeux rencontrèrent ceux du professeur Antoine. Dans son regard, il y avait la même confiance inébranlable d'années auparavant, quand il voyait dans ses vers juvéniles un potentiel qu'elle-même ne percevait pas. À côté de lui, Nicolas Leroy l'observait avec une intensité qui allait au-delà de l'intérêt professionnel. Il y avait une attente presque vulnérable dans ses yeux, comme s'il exposait aussi quelque chose de lui-même à ce moment. Respirant profondément, Amélie ouvrit son cahier. Mais au lieu de lire les vers soigneusement préparés la veille, elle le referma. Quelque chose lui disait que cette soirée demandait quelque chose de plus brut, de plus vrai. Elle ferma les yeux un instant et laissa les mots venir naturellement, comme ils étaient venus dans cette rame de métro. « Je m'appelle Amélie », commença-t-elle, sa voix d'abord tremblante gagnant en fermeté à chaque mot. « Et pendant des années, j'ai porté des silences comme on porte des pierres, lourds, inévitables, faisant partie du chemin. » Une pause. Le public attendait, attentif. Cette ville nous dévore à petites bouchées. Un rêve ici, un espoir là, jusqu'à ce que nous devenions seulement des ombres. De nous-mêmes, des fantômes urbains errant entre béton et solitude. Les mots coulaient maintenant, bruts et honnêtes. Amélie parla des après-midi perdus dans des emplois qu'elle n'aimait pas, de l'appartement trop petit pour ses rêves, du livre que personne n'avait lu. Elle parla de son père, le pêcheur qui était parti en mer et n'était pas revenu, et de sa mère, qui avait tout sacrifié pour qu'elle puisse étudier. Elle parla de la France qui engloutit ses poètes tout en célébrant seulement ceux qui sont déjà célébrés. Mais alors, sa poésie prit une tournure inattendue. Elle parla aussi de résistance, de petites beautés trouvées dans des coins oubliés de la ville, de la jeune fille qui vendait des fleurs au feu rouge et souriait comme si elle connaissait des secrets de l'univers, du graffiti coloré qui transformait des viaducs gris en galeries d'art à ciel ouvert, du goût de la groseille cueillie directement sur le buisson qui la transportait instantanément à son enfance à Honfleur. Et finalement, elle parla de ce matin dans le métro, le moment où quelque chose en elle s'était rompu, libérant des mots longtemps emprisonnés. « Nous sommes tous des poètes du métro », conclut-elle, portant des vers non dits, attendant juste le bon moment pour les laisser échapper. Quand elle termina, le silence persista quelques secondes, un silence dense, chargé d'émotions, puis, comme une vague qui commence au loin et grandit jusqu'à atteindre la côte de toute sa force, les applaudissements explosèrent dans la salle. Ce n'étaient pas des applaudissements polis, de ceux qui remplissent une obligation sociale, mais des applaudissements viscéraux, de ceux qui ont été touchés à un endroit profond et oublié. Des personnes se levaient. Certaines avaient des larmes aux yeux. Le professeur Antoine applaudissait avec une fierté presque paternelle, et Nicolas, au coin de la scène, semblait transfiguré. Non plus l'entrepreneur calculateur, mais quelqu'un qui venait de témoigner de quelque chose de transformateur. En quittant la scène, Amélie fut immédiatement entourée de personnes, des éditeurs offrant leurs cartes, des journalistes demandant des interviews, des lecteurs voulant exprimer combien ces mots les avaient touchés. C'était surréaliste, comme si elle était entrée dans le rêve de quelqu'un d'autre. « Vous avez été incroyable », dit Nicolas, s'approchant finalement après que la foule eut diminué un peu. « Je savais qu'il y avait quelque chose de spécial en vous depuis ce jour dans le métro, mais ça a dépassé toutes les attentes. » Avant qu'Amélie puisse répondre, Philippe Olivier, le directeur marketing de Vers Libre, les rejoignit, visiblement excité. « Nicolas, vous devez voir ça », dit-il, montrant l'écran de son téléphone. « Nous explosons sur les réseaux sociaux. Le hashtag Ban Poétesse du métro est le sujet le plus commenté sur Twitter national. Et la vidéo que nous avons transmise en direct a déjà plus de 50 000 vues en une demi-heure. » La présentation d'Amélie avait été transmise en direct sur les réseaux sociaux de Vers Libre, dans le cadre de la stratégie de promotion du projet Voix essentielles. Ce que personne n'attendait, c'était la réponse écrasante du public. « Est-ce normal ?» demanda Amélie, essayant encore de traiter l'information. « Normal », Philippe rit. « Il n'y a rien de normal là-dedans, c'est extraordinaire. Nous recevons des messages de tout le pays. Les gens partagent leurs propres poèmes dans les commentaires,
racontant comment ils se sont identifiés à votre histoire. Dans les jours qui suivirent, la vie d'Amélie se transforma en tourbillon. La vidéo de sa présentation dépassa le 1 million de vues en 48 heures. Journaux et magazines voulaient l'interviewer, des émissions de télévision l'invitaient comme attraction spéciale. Sa boîte mail débordait de messages, depuis des invitations à des événements littéraires jusqu'à des témoignages émus de personnes qui se sentaient représentées par ces mots. Dans son petit appartement du Marais, Amélie essayait d'assimiler le changement soudain. Simone, sa chatte, semblait être la seule constante dans un monde qui tournait de plus en plus vite. « Que se passe-t-il, Simone » murmura-t-elle, caressant le pelage doux de l'animal, tout en scrollant à travers les infinies notifications sur son téléphone. Comment en sommes-nous arrivés là? Le téléphone sonna, c'était sa mère appelant de Honfleur. « Ma fille, je te vois à la télé, sur Rencontre avec Sophie. Mon Dieu, tu es célèbre ?» Amélie rit, un mélange d'incrédulité et d'émotion. « Je crois que oui, maman, c'est si étrange. » « Étrange, rien du tout. C'est la reconnaissance que tu as toujours méritée. Ton père serait si fier. » La voix de madame. Claire s'enroua légèrement. La mention du père amena des larmes aux yeux d'Amélie. Comment aurait-il réagi à tout cela? Le pêcheur aux mains calleuses, qui les nuits de pleine lune, récitait Baudelaire et Apollinaire de mémoire à sa petite fille. L'appartement, autrefois un refuge de silence, semblait maintenant trop petit pour contenir toute cette nouvelle. Réalité. Amélie décida de sortir marcher, cherchant une certaine clarté mentale. Elle s'habilla simplement, jeans, t-shirt, basket, et couvrit ses cheveux d'une casquette, dans l'espoir de ne pas être reconnue. Les rues du Marais, avec leurs boutiques élégantes et leurs cafés animés, avaient toujours eu un effet apaisant sur elle. Elle marcha sans destination définie, absorbant les odeurs familières de café et de pâtisserie, et le brouhaha des touristes qui fréquentèrent le quartier. Ce fut dans la petite librairie Le Coq Savant, un de ses refuges habituels, qu'elle réalisa l'impact réel de ce qui se passait. Dans la vitrine, à côté des dernières parutions, se trouvait son ancien livre, Silence urbain, publié 7 ans auparavant et pratiquement ignoré à l'époque. Une affiche improvisée annonçait « Découvrez le premier travail de Duson Saint-Edith ». La sensation d'Internet Amélie Dufresne, la poétesse du métro. Amélie resta paralysée devant la vitrine. Son livre, rescapé des limbes éditoriaux, maintenant exposé comme un trésor redécouvert. L'ironie était presque douloureuse. Dans la librairie, elle fut accueillie avec des sourires enthousiastes par le propriétaire, Monsieur Laurent, qui l'avait toujours traité avec gentillesse lors de ses visites silencieuses. « Amélie, quel honneur! Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous étiez une poétesse célèbre ?» demanda-t-il. « Je ne l'étais pas, Monsieur Laurent. » répondit-elle encore déconcertée, du moins jusqu'à la semaine dernière. « Votre livre se vend énormément. Nous avons dû commander plus d'exemplaires. L'éditeur fait une réimpression en urgence. » La nouvelle l'a pris par surprise. Son livre, qui avait vendu moins de 100 exemplaires à son lancement, était maintenant objet de désir. Des personnes lisaient ces mots, se connectaient avec eux. Le rêve qu'elle avait abandonné était, d'une certaine façon, en train de renaître de ses cendres. En rentrant chez elle, son téléphone vibra avec un message de Nicolas. « Nous devons parler. J'ai une proposition pour vous. Dîner ce soir, 20h au Georges V ?» Le Georges V, l'un des restaurants les plus exclusifs de Paris, était un univers distant de sa réalité. Mais rien ne semblait normal ces derniers jours. Alors pourquoi pas? « D'accord, » répondit-elle simplement. L'hôtel Georges V, avec sa façade imposante sur l'avenue Georges V, représentait la quintessence de la sophistication parisienne. Amélie se sentit déplacée en entrant dans le luxueux hall, même en portant le meilleur que sa garde-robe permettait. Une robe noire simple qu'elle avait achetée pour un entretien d'embauche des années auparavant. Le maître d'hôtel l'accueillit avec déférence, comme si elle était une célébrité habituelle de la maison, non une professeure au chômage, qui jusqu'à la semaine dernière arrivait à peine à payer son loyer. « Mademoiselle Dufresne, bienvenue. Monsieur le roi vous attend dans notre salon privé. » Suivant. L'homme impeccablement vêtu à travers le restaurant, Amélie perçut des regards curieux et des chuchotements. « C'est elle, la poétesse du métro », entendit-elle quelqu'un commenter. La sensation était étrange, être reconnue par des étrangers, avoir sa présence remarquée dans un lieu où normalement elle serait invisible.
Nicolas l'attendait dans une salle séparée du salon principal, un espace intime décoré avec une élégance discrète et un éclairage doux. En la voyant, il se leva immédiatement, portant un costume gris qui contrastait avec sa chemise bordeaux. Il y avait quelque chose de différent en lui ce soir, une sorte de tension contenue, comme s'il portait un secret sur le point d'être révélé. « Vous êtes magnifique », dit-il, tirant la chaise pour qu'elle s'assoie. « Merci d'être venu. Je ne suis pas habitué à des endroits comme celui-ci », confessa Amélie, observant les couverts en argent et les verres en cristal. « Mon type de restaurant implique généralement des repas au pois et du jus en briques. » Nicolas rit, un rire sincère qui adoucit son expression. « Je sais bien ce que c'est. Croyez-le ou non, j'ai passé une bonne partie de ma vie dans de tels endroits. » Le commentaire éveilla la curiosité d'Amélie. Il y avait tant qu'elle ne savait pas sur cet homme qui, inexplicablement, était devenu une figure centrale dans sa vie. Tandis que le sommelier servait un vin rouge qui coûtait plus qu'un mois de loyer de son appartement, Amélie décida d'être directe. « Alors, quelle est cette proposition que vous avez mentionnée ?» Nicolas prit une gorgée de vin, comme s'il cherchait du courage dans le liquide rubis. « Vers Libre veut publier votre prochain livre, commença-t-il. Un contrat exclusif avec des conditions exceptionnelles. Avance, royalties au-dessus du marché, tournée de lancement national. » Il fit une pause. « Mais avant d'entrer dans ces détails, il y a quelque chose que je dois vous dire. Quelque chose de personnel. » Le ton sérieux dans sa voix causa un frisson à Amélie. Soudainement, elle réalisa que ce dîner allait bien au-delà des affaires. « Je vous écoute, » dit-elle, laissant son verre intact sur la table. Nicolas respira profondément, passant la main dans ses cheveux grisonnants aux tempes, dans un geste qui trahissait sa nervosité, chose rare chez un homme généralement si composé. « Vous rappelez-vous que j'ai mentionné avoir grandi à Belleville ?» La voyant acquiescer, il continua. « Ce que je n'ai pas raconté, c'est qu'à 15 ans, quand je vendais des livres d'occasion pour aider ma mère, j'ai rencontré un homme qui a changé ma vie, un professeur de littérature qui fréquentait le marché où je travaillais. » Amélie écoutait attentivement, incertaine de où l'histoire mènerait. Cet homme, professeur Jean-Michel, a vu quelque chose en moi que personne d'autre ne voyait. Il a remarqué qu'en plus de vendre les livres, je les dévorais. Je lisais tout ce qui me passait entre les mains, de Victor Hugo à Marc Levy, de Simone de Beauvoir au manuel technique. Un sourire nostalgique passa sur ses lèvres. Il a commencé à m'apporter des livres spécifiques, à discuter de littérature avec moi, à me montrer qu'il existait un monde au-delà de Belleville. Le serveur apporta l'entrée, un plat élaboré qu'Amélie remarqua à peine, absorbé, par le récit de Nicolas. Un jour, il m'a remis un livre différent. Ce n'était pas d'un auteur célèbre, mais d'une poétesse locale pratiquement inconnue. « Lys », m'a-t-il dit, « et dis-moi ce que tu ressens. » Le livre s'appelait « Poisson » et « Filets », écrit par une jeune femme de Honfleur. Amélie sentit son cœur manquer un battement. « Poisson et Filets » était le titre du livre publié par sa mère, Claire Dufresne, une seule fois, dans une édition limitée de 200 exemplaires, par la petite maison d'édition d'un ami. « À Honfleur, votre mère », continua Nicolas, observant la compréhension apparaître dans les yeux d'Amélie. « Claire Dufresne. Ses poèmes sur la mer, sur l'attente d'un pêcheur qui n'est jamais revenu, sur l'éducation d'une fille seule dans une ville qui vivait du tourisme. Ces mots m'ont touché comme aucun autre auparavant. Les larmes commencèrent à se former dans les yeux d'Amélie. Sa mère avait écrit ce livre après la perte de son mari, comme une façon de traiter le deuil et de documenter des souvenirs pour sa petite fille. Elle n'avait jamais imaginé que ces mots aient atteint quelqu'un au-delà de la famille et des amis proches. Le professeur Jean-Michel m'a raconté l'histoire derrière ces poèmes, à propos du pêcheur, de la veuve qui refusait de se laisser aller au désespoir, de la petite fille qui portait le nom d'une héroïne de roman. Nicolas fit une pause, sa voix chargée d'émotion. « Ce livre m'a sauvé, Amélie. À un moment où j'envisageais d'abandonner mes études pour travailler à temps plein, ces poèmes m'ont donné la force de continuer, de croire que les histoires importent, que les mots ont du pouvoir. » Amélie était stupéfaite. Les coïncidences étaient trop surréalistes pour n'être que du hasard. « Vous êtes en train de me dire que votre mère, à travers ces mots, a façonné ma vie il y a plus de 25 ans. » Nicolas étendit la main sur la table, touchant légèrement les doigts d'Amélie. « Et quand je vous ai entendu dans ce métro, quelque chose a résonné en moi. Je ne savais pas pourquoi à l'époque, mais il y avait une familiarité,
une connexion, que je ne pouvais expliquer. C'est pour ça que vous m'avez cherché avec tant de détermination, murmura Amélie, les pièces s'emboîtant enfin. En partie, admit Nicolas. Mais je n'imaginais pas la connexion réelle jusqu'à parler avec votre professeur Antoine, qui a mentionné Honfleur et votre histoire familiale. C'est alors que j'ai réalisé que l'univers tramait quelque chose de bien plus grand que ce que n'importe lequel d'entre nous aurait pu planifier. Amélie resta silencieuse un long moment, traitant la révélation. C'était comme si un fil invisible avait connecté leur vie à travers le temps et l'espace, tissant un motif qui ne devenait visible que maintenant. Après avoir découvert la connexion, continua Nicolas, j'ai eu besoin de quelques jours pour décider si je vous le disais ou non. J'avais peur que vous interprétiez mon intérêt comme quelque chose de calculé, que vous pensiez que j'utilise cette histoire pour vous manipuler d'une façon ou d'une autre. Il y avait une vulnérabilité authentique dans ses yeux, quelque chose qui contrastait avec l'image publique de l'entrepreneur implacable. Amélie réalisa qu'elle voyait le vrai Nicolas Leroy, pas le magnate de la littérature, mais le garçon de Belleville qui avait trouvé le salut dans des mots écrits par sa mère. « Pourquoi Vers Libre ?» demanda-t-elle subitement. « Pourquoi créer une plateforme d'auto-édition ? Vous auriez pu suivre n'importe quel chemin avec votre talent pour les affaires. » Un sourire mélancolique passa sur les lèvres de Nicolas. « Parce que je voulais créer un monde où des livres comme celui de votre mère ne seraient pas limités à 200 exemplaires et à l'oubli, où des voix authentiques auraient une chance, indépendamment de qui elles connaissaient ou d'où elles venaient. » Le dîner se poursuivit entre révélations et souvenirs partagés. Nicolas raconta comment il avait économisé de l'argent en vendant des livres pour étudier la programmation, comment il avait développé la première version de Vers Libre sur un ordinateur emprunté, comment il avait affronté les rejets d'investisseurs avant de finalement réussir à lancer la plateforme. Et maintenant, après tout ce chemin, je rencontre la fille de la femme qui m'a inspiré à commencer, conclut-il, la voix chargée d'émotion. Récitant des poèmes dans une rame de métro, tout comme votre mère le faisait dans des soirées improvisées à Honfleur, selon ce que le professeur Jean-Michel m'a raconté. Quand le dîner se termina, tous deux sortirent sur la terrasse, privée adjacente à la salle, d'où l'on pouvait voir les lumières de Paris scintillant comme des étoiles terrestres. La ville qui avait englouti tant de rêves semblait à ce moment un lieu d'infinies possibilités. « Quelle est votre réponse ?» demanda finalement Nicolas. « À propos du contrat, du livre. » Amélie contempla la ville un moment avant de répondre. « Je dois savoir une chose d'abord, » dit-elle, se tournant pour le regarder en face. « Cet intérêt pour moi, pour ma poésie, est-il professionnel ou personnel ?» La question flotta dans l'air comme un verre inachevé, chargé de possibilités et d'attentes. Nicolas regarda Amélie, son visage éclairé par les lumières de la ville qui s'étendaient en dessous d'eux. Le moment de vérité était arrivé. « Les deux », répondit-il finalement, et ce serait malhonnête de dire le contraire. Professionnellement, je reconnais votre talent extraordinaire, un talent que le marché éditorial a été trop myope pour valoriser, mais personnellement, il fit une pause, cherchant les mots justes. Personnellement, vous m'avez fait ressentir quelque chose que je croyais avoir perdu pour toujours, la capacité de me connecter authentiquement avec quelqu'un. Amélie absorba la réponse, sentant le poids de sa sincérité. Ces derniers jours, entre la soudaine célébrité et les révélations inattendues, elle avait à peine eu le temps de traiter ses propres sentiments. Mais maintenant, face à cet homme que le destin avait entrelacé dans son histoire de façon si improbable, elle réalisait que quelque chose avait aussi fleuri en elle. « J'ai peur », admit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Peur que tout ceci soit un rêve fiévreux, que je vais me réveiller de retour dans cette rame de métro, invisible et sans voix. » Nicolas s'approcha, prenant ses mains entre les siennes. « Ce n'est pas un rêve, Amélie. Et s'il y a une chose que j'ai apprise dans mon parcours depuis Belleville jusqu'ici, c'est que nos peurs les plus profondes recèlent souvent nos plus grandes forces. Vous avez eu peur dans ce métro, mais vous avez récité quand même. Vous avez eu peur lors de l'événement littéraire, mais vous avez transformé votre peur en art. » Un sourire hésitant apparut sur les lèvres d'Amélie. « On dirait que vous me connaissez mieux que vous ne le devriez, vu le peu de temps. Peut-être parce que, d'une certaine façon, nos histoires ont toujours été connectées,
À travers votre mère, à travers les mots, à travers cette ville qui a essayé de nous engloutir et a fini par nous unir. La nuit avançait sur Paris, et avec elle, une décision se formait dans le cœur d'Amélie. Pas seulement à propos du contrat ou du livre, mais sur le fait de se permettre de croire à nouveau, à la poésie, aux autres, à elle-même. « J'accepte », dit-elle finalement. Le contrat, le livre, et... Elle hésita un moment. La chance de découvrir où cette connexion peut nous mener. Dans les semaines qui suivirent, la vie d'Amélie se transforma en un tourbillon d'activités. Le contrat avec Vers Libre fut signé lors d'une cérémonie intimiste, en présence du professeur Antoine, qui ne contenait pas sa fierté, et de Marine Torres, qui était devenue une amie et mentor dans les méandres du monde éditorial. Le C. Premier tirage de Silence urbain, son ancien livre, s'épuisa en quelques jours. L'éditeur original, qui avait pratiquement abandonné l'œuvre au limbe, tentait maintenant désespérément de négocier les droits. Mais Nicolas avait été plus rapide, les achetant pour une somme généreuse qui garantit à Amélie la possibilité de faire venir sa mère, Madame Claire, vivre à Paris. Les retrouvailles entre mère et fille, après des années de visites, rapides et d'appels vidéo, furent émouvantes. Madame Claire, avec ses cheveux grisonnants et ses mains marquées par le travail dur, ne pouvait contenir ses larmes, en voyant le nom de sa fille dans les journaux et magazines. « J'ai toujours... »« C'est ma fille, » dit-elle, tenant le visage d'Amélie entre ses mains. « J'ai toujours su que tes mots trouveraient leur chemin. » L'appartement du Marais devint trop petit pour les deux femmes et la chatte Simone. Avec l'avance sur son nouveau livre, Amélie loua un spacieux appartement dans le quartier du Canal Saint-Martin, avec une terrasse d'où l'on pouvait voir le coucher de soleil parisien, un luxe rare dans la ville verticale. Ce fut sur cette terrasse qu'elle commença à écrire son nouveau livre, provisoirement intitulé « Traversée ». Ce n'était plus une œuvre née seulement de la douleur et de la solitude, mais aussi de l'espoir et des possibilités. Les poèmes parlaient de ponts entre des mondes apparemment distants, de rencontres improbables, de secondes chances et de comment les mots peuvent être des graines plantées qui fleurissent des décennies plus tard dans des jardins inattendus. L'athée. Relation avec Nicolas évoluait à son propre rythme, délicat et respectueux. Il comprenait qu'Amélie avait besoin d'espace pour s'adapter à la nouvelle réalité, pour retrouver sa voix non seulement en tant que poétesse du métro, mais comme la femme complexe et multifacette qu'elle était vraiment. Leur vendredi devinrent sacrés, dîners alternés entre restaurants sophistiqués que Nicolas appréciait et petits établissements familiaux qu'Amélie découvrait dans ses promenades à travers la ville. À chaque rencontre, ils partageaient davantage de leurs histoires, comblant les lacunes de vie qui, bien que vécues dans la même ville, avaient suivi des chemins si différents jusqu'à se croiser. Ce fut durant un de ces dîners, dans une petite brasserie du quartier latin, que Nicolas fit une révélation qui laissa Amélie sans voix. « J'ai retrouvé le professeur Jean-Michel », dit-il, tandis qu'il partageait une bouteille de vin. Après toutes ces coïncidences, j'ai senti que je devais boucler la boucle. « Et comment était-ce » demanda Amélie, curieuse à propos de l'homme qui avait connecté leurs histoires sans le savoir. « Émouvant, il est retraité maintenant, vivant dans une maison de campagne à Giverny. Quand je lui ai parlé de vous, de votre mère, de comment tout s'est connecté, eh bien, il a pleuré. Il a dit qu'il avait toujours cru que les livres étaient des ponts entre les âmes, mais n'avait jamais imaginé être témoin d'une connexion si profonde. » Nicolas fit une pause, prenant une gorgée de vin avant de continuer. « Il m'a donné quelque chose qu'il a gardé toutes ces années. De sa veste, il sortit un petit paquet enveloppé dans du papier craft. C'est pour vous. D'une taille. » Main tremblante, Amélie ouvrit le paquet. À l'intérieur, un exemplaire impeccablement préservé de Poissons et filets, le livre de sa mère. Sur la première page, une dédicace écrite avec la calligraphie délicate de Claire. Pour le professeur qui croit en notre communauté et apporte la lumière à travers les mots. Que ce petit bateau de verre trouve des ports sûrs dans des cœurs ouverts. Avec gratitude, Claire Dufresne. Les larmes brouillèrent la vision d'Amélie. C'était comme si un cercle parfait se fermait. Comme si l'univers conspirait pour montrer qu'aucun mot sincère n'est jamais gaspillé, même quand il semble lancé dans le vide. À la mi-octobre, quand les marronniers commençaient à se colorer, Amélie reçut un email qui changerait à nouveau le cours de sa vie.
C'était une invitation de l'Université de Lisbonne à participer au projet international Poésie comme résistance, une initiative qui réunissait des poètes de pays francophones pour des ateliers, des conférences et des publications conjointes. 3 mois au Portugal, tous frais payés, expliqua-t-elle à Nicolas lors d'un déjeuner dans son bureau à La Défense. C'est une opportunité incroyable, mais vous avez peur de laisser tout ça derrière vous, maintenant que vous avez enfin trouvé votre place, compléta-t-il, la connaissant assez bien pour lire ses hésitations. Amélie acquiesça. Pas seulement ça. J'ai peur de vous quitter, de quitter ma mère, cette vie que nous construisons. Nicolas sourit, prenant ses mains sur la table. Ce n'est pas une fin, Amélie, c'est juste un chapitre de plus dans votre voyage. Lisbonne n'est pas si loin, et 3 mois passent plus vite qu'on ne l'imagine. Vous viendriez me rendre visite? Essayez de m'en empêcher, répondit-il, avec un sourire qui illuminait ses yeux. De plus, Vers Libre envisage d'ouvrir une filiale au Portugal. Peut-être que j'aurai besoin de faire quelques voyages d'affaires, fréquents. 2 semaines avant le départ pour Lisbonne, Vers Libre organisa le lancement officiel de Traversée. L'événement, tenu à l'Opéra Garnier, réunit l'élite de la scène littéraire française, des journalistes, des influenceurs et, plus important pour Amélie, des gens ordinaires qui s'étaient connectés à sa poésie. Le majestueux théâtre, avec son architecture emblématique, était complètement plein. Amélie, vêtue d'une élégante robe bleu nuit choisie par sa mère, observait la foule depuis les coulisses, ressentant un mélange de nervosité et de gratitude. « Prête ?» demanda Nicolas, entrant dans la loge avec un bouquet de mimosas. Sa fleur préférée, comme il l'avait découvert lors d'une de leurs conversations. « Je crois que je ne serai jamais complètement prête, » admit-elle, « mais cela ne va plus m'arrêter. » Quand elle monta sur scène sous des applaudissements chaleureux, Amélie ne vit pas seulement un public, mais une mer d'histoire, chaque personne portant ses propres traversées, ses propres silences, ses propres espoirs. Et à ce moment, elle comprit pleinement le pouvoir de la poésie, non comme un monologue, mais comme une conversation intime entre des âmes qui, bien que séparées par les circonstances et les expériences, partagent la même humanité essentielle. « Merci d'être là », commença-t-elle, sa voix claire et ferme, si différente de la femme hésitante qui avait récité dans le métro des mois auparavant. « Ce livre n'est pas seulement le mien. Il appartient à tous ceux qui se sont sentis invisibles, à tous ceux qui ont gardé des mots non dits, à tous ceux qui, malgré tout, ont trouvé le courage de recommencer. » Et alors, comme elle l'avait fait dans cette rame de métro, Amélie ferma les yeux et laissa les mots couler, non plus chargés seulement de douleur, mais aussi d'espoir, de connexion, de possibilités qui naissent quand on s'y attend le moins, dans des lieux improbables, comme des poèmes récités dans des rames de métro ou des livres trouvés sur des marchés de quartiers périphériques. Au premier rang, Nicolas Leroy observait la femme qui avait transformé sa vie, autant qu'il avait transformé la sienne. À ses côtés, Madame Claire, dont les mots écrits des décennies auparavant avaient planté la graine de tout cela, souriait avec des larmes aux yeux. Et quand Amélie termina son dernier vers, le silence qui précéda les applaudissements n'était pas vide, mais plein de promesses, de futurs possibles, d'histoires encore à écrire à Paris, à Lisbonne, et partout où des mots sincères trouvent des cœurs ouverts. Plus vous commentez et partagez, plus nous pourrons vous apporter des histoires qui touchent votre cœur.